Cette semaine, que nous ont appris les banques centrales? Les marchés peuvent-ils continuer à monter à ce rythme? Allons-nous enfin changer de casquette? Dollars, or, crypto, faisons le tour à 360 degrés. C'est ici et c'est maintenant, le débrief hebdo. Avant le rendez-vous des banques centrales, nous avons eu l'inflation aux États-Unis qui est tombée à un plus bas depuis plus de 2 ans. 4% seulement au mois de mai, on l'attendait à 4,1%, mais le plus important c'est que l'inflation du mois précédent était à 4,9%. En avril, c'est donc la hausse la plus lente qu'a connue les États-Unis depuis mars 2021. Mais si on exclut l'alimentation et l'énergie, puisque ce sont des prix considérés comme volatiles, l'indice des prix qui constitue le noyau dur, autrement dit le core CPI, a augmenté de 0,4% au mois de mai, soit 5,3% sur 12 mois glissants. Et ce petit détail va faire toute la différence dans le discours de la Réserve fédérale américaine. Alors la Fed, oui, a effectivement laissé ses taux directeurs inchangés, 5,25%, conformément à ce qui était prévu. Jusque-là, ça va. Sauf que, dans le même temps, elle a indiqué qu'elle pourrait les relever d'ici fin 2023, et pas qu'une fois, peut-être même 2 fois. Aujourd'hui d'ailleurs, le marché estime même que la Fed va le faire dès le mois de juillet, même si Jérôme Powell a bien indiqué dans son discours non, pour le moment, c'est pas prévu. Lui, le marché, il part bien en tête, c'est sur ce mois de juillet. D'ailleurs, la plupart des responsables estiment que les taux fédéraux d'ici la fin de l'année devraient évoluer autour de 5,6%, ce qui est supérieur aux prévisions du mois de mars. Et si on se projette jusqu'au début de l'année prochaine, on voit que globalement, les responsables du FOMC ne sont encore pas tout à fait unanimes. Certains estiment qu'on sera à 6%, d'autres à 4%, voire même en dessous. Bref, ça reste très flou. Jérôme Powell marque donc un arrêt sur son cycle de hausse des taux après 10 hausses de taux consécutives. Ça, c'est parce qu'il veut laisser digérer l'économie, parce qu'il y a toujours un temps de latence entre la hausse des taux et l'impact direct que ça a sur l'économie, mais considère que le core CPI, l'inflation centrale qu'on a vu tout à l'heure, reste trop élevé. Pause. Oui, mais tenez-vous prêts à attacher les ceintures, cher marché, parce que j'en ai encore sous le pied. On arrive au bout, mais pas encore. Et c'est peut-être d'ailleurs toute la différence avec le discours de la Banque Centrale Européenne qui a eu lieu le lendemain, puisqu'elle a relevé ses taux directeurs de 25 points de base comme prévu, et pour elle, c'est la 8e hausse de taux d'affilée. Mais elle garde le cap en prévoyant de les remonter encore et encore. La garde le cap et elle a bien insisté sur le fait qu'il n'y a absolument aucune pause qui est prévue sur son cycle de relèvement de taux. Christine ne voit pas de signe clair que l'inflation core, donc hors alimentation et énergie, a atteint un pic. Ce qui l'inquiète surtout, c'est la hausse des salaires, ce qui lui permet finalement dans le même temps de relever ses perspectives d'inflation pour 2023 et 2024. Et aussi encore dans le même temps, oui, elle fait beaucoup de choses en même temps, elle révise à la baisse ses prévisions de croissance. Elle retire en plus ses liquidités à hauteur d'à peu près 30 milliards d'euros par mois. Objectif, réduire le bilan de la BCE qui s'élève pas moins de 9 000 milliards d'euros. Ouais, ça fait beaucoup de fric. Voici donc les 3 points à retenir. La Fed rassure en marquant un point d'arrêt sur son cycle de hausse de taux, mais elle n'a pas terminé le job. Deuxième point, la Banque Centrale Européenne est plus inquiète sur l'inflation et ne change pas de cap sur sa hausse de taux. Et après 2 trimestres de contraction d'activité, ce qui s'appelle une récession, elle révise encore un peu plus à la baisse. Merde. Alors là, j'ai pas fait exprès de faire le jeu de mots. Elle révise encore un peu plus à la baisse ses prévisions de croissance. Et troisième point clé, on voit qu'il y a 2 politiques monétaires qui sont pas spécialement opposées, mais en décalé, qui pourraient accentuer la surperformance des indices américains par rapport aux indices européens, avec un euro plus fort, un dollar plus faible, ce qui au passage favoriserait plutôt les cours de l'or. Alors que nous avons continué à avoir une casquette verte durant ces dernières semaines, tu vois, elle est encore au-dessus là. Les indices ont pour certains atteint des nouveaux records annuels, voire même des nouveaux records historiques. Le mode Risk On est activé et encouragé par un flux de capitaux entrant sur le marché de presque 4 milliards de dollars en une semaine. Un record depuis au moins un an. Ça s'est d'ailleurs bien ressenti sur les petites capitalisations aux États-Unis au travers de son indice Russell 2000 qui après des mois d'activité absolument inactive ou plutôt d'inactivité absolue dans un range quoi. Il en est sorti par le haut avec violence, montrant quand même clairement l'engouement pour le marché action. Et donc pas que d'engouement pour les big caps.
Beaucoup de spéculations autour de Casino depuis plusieurs jours, qui a annoncé avoir reçu de la société Fimalac une lettre qui dit étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce. Auchan montre aussi des marques d'intérêt pour le groupe Casino. L'action, qui a été quand même divisée par 10 en 3 ans, a repris 70% en 2 semaines. Et Microsoft ne pourra pas finaliser le rachat de Activision Blizzard. Comme l'a ordonné un juge américain. Oui, la Cour doit d'abord commencer par trancher sur le recours qui a été déposé contre l'opération par l'autorité de la concurrence. L'action Microsoft ne tremble pas. ATH. Et les abonnements Netflix augmentent tous les jours. Tu t'en doutes. À cause de quoi? Ou grâce à quoi? En fait, ça dépend du quel côté de la barrière est-ce qu'on est. Bah oui, mesure de répression pour le partage des mots de passe. Forcément, il y a eu 100 000 inscriptions par jour dans les 2 jours qui ont suivi sa mise en place fin mai. Et après avoir été divisé par 3, l'action Netflix retrouve un second souffle. Nasdaq va racheter Adenza pour plus de 10 milliards de dollars. L'Oracle a publié. Ah non, c'est pas l'Oracle, c'est Oracle tout court. Ok. Oracle a publié parce que Oracle en fait fait un peu sa life, elle publie après tout le monde. Premier éditeur mondial de logiciels qui est valorisé quelques 300 milliards de dollars, plus 17% sur le revenu, c'est un peu meilleur qu'attendu. Et le cloud, lui, affiche une croissance de plus de 50%. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nuages, de cloud? Petite indication, puissance de calcul. Et voilà, on y vient encore une fois, intelligence artificielle. 20% sur la semaine pour Oracle, ATH. Les marchés aujourd'hui ne donnent aucun signal de retournement baissier. Alors, ça fait des semaines et des semaines qu'on parle ici de conserver cette casquette verte et qu'on se bat d'ailleurs même quand le marché stagne pendant des jours, pendant des semaines. Même d'ailleurs quand les supports tiennent, mais que ça ne relance pas tant que ça. Et qu'on voit toujours le verre à moitié plein malgré un contexte relativement flou. Entre-temps, nous avons fait des nouveaux records annuels sur l'indice SP500, pareil sur le Nasdaq, record annuel aussi sur le Dow Jones, qui lui a bien rattrapé son retard, record historique sur le DAX, record depuis plusieurs années sur le Nikkei, les shorts se rachètent, les flux entrants explosent, le dollar et le taux à 10 ans aux États-Unis sont toujours particulièrement détendu. Alors je vous parle aussi depuis un moment de cette distinction qu'il faut faire entre les indices forts et les indices faibles pour éviter de vendre les indices qui sont forts et donc de se faire arracher et à l'inverse d'éviter d'acheter plutôt les indices qui sont faibles en espérant que les faibles rattrapent le retard sur les forts. Mais du coup plutôt de faire l'inverse, d'acheter les forts, de vendre les faibles. Mais aujourd'hui, après une telle progression et l'arrivée de certains indices sur des grosses zones de résistance, la volonté des banques centrales de continuer à lutter contre l'inflation en resserrant encore les politiques monétaires, et l'impact d'ailleurs que ça peut avoir à terme sur l'économie, même s'il y a toujours un temps de latence, et même si oui, ça peut sembler un peu tôt, car encore une fois, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier, même pas de rupture de plus bas de la veille, ce qu'on appelle un breakout, la casquette verte est mise de côté, alors elle est pas très loin non plus, parce qu'elle est juste au-dessus des écrans quoi, et bien la casquette bleue et aujourd'hui de mise. J'ai d'ailleurs vendu à plusieurs reprises cette semaine l'indice CAC 40, plus faible que ses copains, puisqu'il avait réintégré à la baisse les 7300 points. Alors je l'ai charbonné, c'est-à-dire renforcé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas donné grand chose, il n'y a pas eu de relais baissier derrière. Et puis vendredi, tout à refaire, on a vu d'ailleurs la séance des 4 sorcières, les échéances des contrats, des options, notamment trimestrielles. Donc ça provoque toujours un peu de volatilité. Donc pas de bobo, mais pourquoi pas d'achat sur cet indice? 1, c'est l'un des indices les plus faibles. 2, je ne reverse jamais du jour au lendemain, passer d'acheteur à vendeur ou vendeur à acheteur. Et 3, j'y retournerai probablement si on repasse sous les 7320, 7300 points. Le Dow Jones, lui, est sous une grosse zone de résistance, les plus hauts annuels quasiment. Le SP500, on y arrive, même s'il y a encore un peu de place pour lui, qui est l'un des indices les plus forts. 45% de hausse sur le Nasdaq depuis le début de l'année. Oui, où tout le monde disait qu'on était en
bear market. Bah ouais, faut surtout pas acheter, on est en bear market. Bon bref, 45% depuis le début de l'année. Le DAX est sous une zone de résistance qui correspond tout simplement à ses records historiques, pas loin des records annuels. Après d'ailleurs n'avoir privilégié que les achats, tu te souviens, sur cette zone support 15006, 15007, c'était une zone support qui succédait à une tendance primaire qui est haussière, donc on achète plutôt les supports. Et donc aujourd'hui, on a des banques centrales prudentes, encore des hausses de taux probables. Bah, c'est peut-être le moment de respirer plutôt que de s'enflammer. Alors encore une fois, attention, il n'y a absolument aucun signal pour le moment de retournement. Et d'ailleurs, je suis le premier à le répéter, on charbonne si et seulement si le marché commence à nous donner raison. Et vous savez qu'on ne passe pas d'une casquette full verte à une casquette full rouge du jour au lendemain. Il y a toujours une casquette de transition, c'est celle-ci, c'est la casquette bleue. Une casquette donc plus neutre, plus prudent, plus réservé, plus méfiant, plus tempéré. Mais on n'a quand même pas très loin la casquette rouge, déjà sur les indices les plus faibles, en Europe principalement pour le moment. On suivra bien évidemment les ruptures des plus bas de la veille, ce qu'on appelle des breakouts baissiers daily, confirmées par des clôtures de marché sous les plus bas de la veille. Et là, seulement à ce moment-là, ce seront des premiers signaux d'alerte. Et encore une fois, attention, absolument pas des signaux de retournement de marché. D'ailleurs, on aura largement l'occasion d'y revenir si tel devait être le cas. On a le temps. J'estime simplement que l'élastique est probablement un peu tendu pour prendre du risque là, maintenant, tout de suite à l'achat. Parce que s'il fallait le faire, il fallait le faire il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. Alors maintenant, oui, ça peut continuer encore à monter, mais j'estime que le risque que l'on prend en achetant maintenant par rapport au potentiel restant est pas foufou, pour ne pas dire pas intéressant. Le risque, il fallait le prendre quand personne n'en voulait. Alors bien entendu, faites toujours votre propre avis, respectez simplement juste votre plan. C'est donc sur les indices casquette bleue au sens large et casquette rouge modéré. J'insiste bien sur le modéré. Le but, c'est pas d'être short levier max à cramer un compte si jamais on doit monter encore de 3, 4, 5%. On est bien d'accord. En faisant donc bien attention à son exposition. Et encore une fois, c'est pas un conseil. Faites comme vous voulez. Je donne simplement systématiquement mon avis et notre avis au sens large avec Rodolphe. Le gold, lui, a tenu les 1925 $, qu'on a travaillé et retravaillé encore une fois à la réintégration des 1940 $ qui étaient finalement une zone support. On travaille depuis maintenant 2 semaines. Et la prochaine étape, c'est toujours de passer les 1970 $ qu'on a au-dessus de la tête. Le pétrole, quant à lui, tient toujours cette zone base des 71 $, et une zone d'achat. C'est contre-tendance, c'est clair, mais la preuve en est, ça a marché encore une fois. Moi, je préfère être acheteur sur les cours du pétrole autour des 70 $ plutôt que d'être vendeur à 70 $ en espérant que les cours du pétrole s'effondrent un peu plus. Et au-dessus de la tête, 78 $ à passer pour libérer un potentiel et inverser cette tendance baissière qu'on a depuis plus d'1 an. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Alors, je voulais insister encore une fois sur, on passe pas de acheteur à vendeur d'un jour à l'autre, d'une casquette verte à une casquette rouge, de haussier à baissier. Il y a toujours une étape de transition, le temps au marché de nous donner des éléments supplémentaires, des éléments tangibles qui nous montrent une inversion de psychologie. Le but ici, c'est pas d'attraper le point haut. Et d'ailleurs, heureusement qu'on l'a pas fait durant toute la montée pendant ces dernières semaines et ces derniers mois. Sinon là, on sera un peu dans le caca. Et au-delà d'être dans le caca, manque à gagner quand même monumental. Et parfois même, malheureusement, ce sont des comptes qui sont cramés quand on utilise des tailles de position qui ne sont pas adaptées à son capital. Donc il faut savoir que le marché respire. Il évolue par cycle. Et parfois, ça peut donner lieu à des excès, en haut comme en bas. Donc aujourd'hui, il n'y a a priori aucune raison que le marché ne s'effondre, mais charger maintenant à l'achat semble aujourd'hui être une stratégie qui est inappropriée. Alors on commence en effet à travailler à la vente, calmement, sur certains indices, modérément dans un premier temps. J'insiste bien, je sais. Dégradation à court terme sur le marché crypto, on en avait déjà parlé. Même d'ailleurs le Bitcoin et l'Ether flanchent. Alors ils sont toujours proches de leur niveau clé moyen terme, 25 000 $ pour Bitcoin, 1700 $ sur l'Ether, même si on est un petit peu en dessous au moment où je tourne la vidéo. Et ils devront absolument préserver ces niveaux-là pour ne pas qu'on descende encore d'un étage. Alors d'ailleurs, malgré le contexte de pression qu'on a en plus sur le marché des altcoins, encore d'ailleurs plus intensif que sur Bitcoin et Ether, puisque capitalisation totale 3, donc hors Bitcoin, hors Ethereum, on est sur les plus bas de l'année, plus bas qu'on avait fait au début de l'année cette année quoi. Et ben BlackRock a déposé un dossier pour créer un ETF Bitcoin au comptant. Et ça, c'est auprès de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a aucun fonds négocié en bourse de ce type qui a été approuvé aux États-Unis. Coinbase en serait le dépositaire. Et pour le moment, tous les ETF Bitcoin ont été rejetés par la SEC, je parle des ETF Bitcoin au comptant, en raison de préoccupations
concernant la manipulation de marché. Si c'est accepté, d'autant plus que BlackRock, c'est quand même un acteur un peu incontournable et hyper connu dans la gestion d'actifs, eh bien ce serait une évolution très nette dans la quête de la réglementation des crypto-monnaies. Et donc ce serait une super bonne nouvelle. Alors en attendant que le marché crypto relève la tête, on fait de la gestion active très ciblée et modérée pour profiter de quelques timings d'intervention qui sont intéressants, comme par exemple j'ai partagé cette semaine Litecoin, et en étant surtout très réactif sur l'ajustement des stop loss. Parce que pour le moment, franchement, les rebonds, ce sont que des rebonds techniques. Et bien voilà, c'est déjà l'heure d'éclater les pouces vers le haut. Encore un grand merci à vous de votre fidélité. Une très bonne fête à tous les papas. Ciao!